Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Comme promis à la rentrée, nous allons parler aujourd'hui du manga FreeQuest qui sort partout en France, en Suisse, en Belgique ce 16 octobre 2024 Canada et c'est aussi, un événement, mais pas le 16 octobre au Canada parce qu'il faut que ça met du temps à arriver. Ouais, d'accord. Toujours. Et donc c'est un événement. Pourquoi c'est un événement ? Parce que c'est signé notamment par l'un des auteurs de manga en France les plus expérimentés. J'ai nommé Renaud Lemaire. L'auteur de Dreamland, oui, il s'est lancé dans un pari complètement fou, celui d'avoir une seconde série. Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? De quoi ça parle ? On va tout vous dire dans un instant. Mais en attendant, Johnny, comment t'as abordé cette nouvelle sortie ? Toi qui es fan de Dreamland, comment t'as abordé la lecture de ce nouveau titre, la lecture de FreeQuest ? Et ben déjà j'ai découvert très tard parce que je l'ai vu sur les stories de Renaud et surtout je me suis trompé parce que j'ai lu Hajime en pensant que c'était la nouvelle série de Renaud et je me suis dit mais pas du tout. C'est l'histoire de Teddy Riner et puis ça n'a rien à voir. Et après j'ai compris que c'était pas lui. Du coup de base donc j'ai abordé FreeQuest avec zéro attente parce que je fais déjà je me suis trompé donc maintenant j'attends plus rien. Et j'étais dans mon lit tranquille, je lisais, j'ai même pas lu, j'ai pas vu la couve, j'ai pas lu la 4e de couve, j'ai pas vu le pitch. Je me suis juste lancé dedans en me disant allons-y, je lis un manga. Voilà. Et résultat ? C'est trop bien. FreeQuest par Renaud Lemaire et Néo. On en parle dans un instant dans la 5e de couve avec Renaud et Néo. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une heure de 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer FreeQuest. Salut Johnny, comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que t'as vu qui est à côté de toi ? Non, de bon, l'autre côté. Oh putain, c'est Renaud. Je l'avais pas vu avant que tu me le dises. Je suis ravi d'accueillir à nouveau Salut. ici dans cette émission Renaud Lemaire. Salut Renaud, comment ça va ? Salut les gars, ça va très bien. Merci de revenir dans la 5e de couve. On est au bout de la journée promo, pas trop usé là ? Non, ça va. C'est un exercice que... Tu prends des vitamines en vrai. Écoute, non. T'as l'air mieux qu'avant. Bon, merci. Je rentre le ventre aussi, c'est bon. Toujours. On sait jamais, tu m'as dit qu'il y avait des caméras. Ouais. Quand on est arrivé dans le studio, t'es pas chaudement habillé, donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Et en face de toi, salut Néo, sois également le bienvenu, les interviews, les promos, c'était comment ? Salut tous, c'est Néo et du coup les interviews c'était pour moi la première fois donc c'était quand même assez particulier mais j'en ai appris beaucoup de choses et j'espère que ce soir aussi ça va bien se passer. C'était stressant. Ouais, trop. Des questions bizarres ou ça va dans l'ensemble ? Ou des non. trucs un peu surprenants sur le manga ? Non, jusqu'à là on a plus ou moins récité ce qu'on connaît sur notre œuvre, tout ça s'est bien passé et non en fait pour recommencer. Non, en fait ce qui était vraiment nouveau et c'est vrai c'est que moi déjà c'est un duo. Des interviews à deux je peux en faire avec Romain, avec les potes, mais là à deux tu présentes la même œuvre. Donc c'était un truc tout nouveau pour moi et c'est vrai que c'était aussi nouveau pour Néo tout court. Donc même si les questions étaient très classiques et en plus les intervenants très sympas, il y avait un mood que aucun des deux auteurs gérait. Et donc il a fallu le premier intervieweur il a eu les stress et les bafouillements et les derniers ça a roulé, on en a fait 4 cet après-midi. Donc voilà, c'est bien ta première expérience. C'est très bien. Non, dans l'ensemble ça s'est bien passé, ça a bien déroulé mais c'est vrai qu'au début il y a eu effectivement comme dit Renaud un peu des petites difficultés mais c'est bon, je suis dans les rails. Si vous découvrez seulement maintenant cette émission, merci d'être avec nous dans la 5e de couve. C'est un podcast manga, on est hebdo, on dure 1 heure, c'est plus de 250 émissions. Regardez, scrollez, écoutez. Vous allez voir, il y a absolument de toute la thématique du catalogue, des tops, des analyses, des interviews. Si vous aimez ce qu'on fait, merci de laisser un commentaire. Abonnez-vous aux notifications sur vos applications podcast et partagez l'émission. C'est le meilleur moyen de nous aider. FreeQuest, c'est quoi ? FreeQuest, c'est l'histoire de Tena, une jeune fille pleine d'énergie qui vit sur une petite île dans un monde fantastique
fantastique à l'accent médiéval. Et par la force des choses, elle doit partir à l'aventure, accompagnée du jeune Free, un jeune garçon étrange, muet, secret, avec des yeux de Merlan Free, d'où son nom, j'ai adoré cette blague. Et ça te démangeait, toi, de créer un nouvel univers, une nouvelle aventure comme ça, Renaud ? C'est très cyclique, ça me démange tous les 5 ans. Tous les 5 ans, j'écris un nouvel univers, des nouveaux persos, et les scénarios sont dans le tiroir en stand-by. Et FreeQuest était une série que je voulais vite réaliser. Je savais que c'est pas une longue série. On dit pas encore exactement le nombre de tomes, mais il est défini déjà. T'as dit une dizaine plus ou moins dans l'interview. Oui, c'était bourdonné, mais on a, le chiffre, il est calé de chez calé. On en reparlera dans l'interview aussi, parce que... Oui, à la fin du tome 1, il y a une longue interview entre... Oui. Mais c'était que quand tu vas voir un autre dessinateur, parce que moi là, c'est la première fois que j'ai une casquette pas de scénariste, parce que justement, je voulais pas qu'il y ait ce duo. Si tu vas voir quelqu'un avec ton propre projet et que c'est un auteur qui est aussi en devenir et qui veut écrire ses histoires, tu te dois d'arriver. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aurais peut-être aimé, ou j'aurais peut-être dit oui à quelqu'un qui aurait cette démarche. Donc, tu arrives et tu dis salut Néo, moi c'est Renaud, voilà, je te propose tant de tomes. C'est OK ou c'est pas OK? Tu vois, donc nous, le chiffre, il est calé. Donc, c'est vrai que c'était déjà une petite série dans ma tête et je m'étais dit, j'ai envie de la dessiner et tout. Et je voulais la faire de suite parce que voilà, la genèse de FreeQuest, c'est comme tous mes scénars, c'est les personnages. Et donc l'idée, elle est venue, j'avais envie de créer un petit perso qui est muet. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, c'est Free qui est venu avant toi? Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, c'est très intéressant quand t'es raconteur d'histoire en BD, tu crées des émotions avec tes traits d'encre et des bulles. C'est ce qui fait parler, il n'y a pas de son. On n'est pas, voilà, tu vois. Et je m'étais dit, ça serait vraiment intéressant, moi, avec tous mes 200 chapitres de Dreamland, qu'est-ce qui apporterait de nouveau? Pourquoi Free a popé? C'est parce que raconte l'histoire d'un petit muet. Tu vas faire passer toutes ses émotions, toute son aventure à travers ses yeux et à travers ses interactions avec les autres personnages. C'est pour ça qu'il y a d'abord eu Free. Et pourquoi une Téna si à fond, qui parle beaucoup. Donc, de suite, ce duo, voilà, j'ai créé le passé, présent, futur, comme avec un Dreamland. Ma façon de travailler, elle n'a jamais changé. Et ça me titillait le poignet, vraiment, de le dessiner. Il fallait le faire vite. Donc, ce dossier-là est passé au-dessus des autres qui étaient en stand-by. Mais en vrai, c'est arrivé pile dans le moment animé, remaster et tout. Et j'ai fait, mais en fait, j'y arriverai jamais. Et est-ce que c'est pas le moment de se dire, est-ce que tu peux déléguer certains de tes bébés? Et FreeQuest est un des bébés que je m'étais dit, lui, si tu trouves le dessinateur, on pourra faire quelque chose. J'ai d'autres scénars, tu vois, que je me vois dessiner, je me vois prendre plaisir à dessiner. Mais FreeQuest, comme je voulais qu'il sorte maintenant, parce que je voulais que le lecteur le découvre, parce que c'est tellement différent de Dreamland, qu'il fallait que ça soit là, et donc voilà. Et alors pourquoi cet univers médiéval fantastique? Enfin, est-ce que c'est un univers médiéval fantastique dans ta tête? C'est un univers fantastique. C'est vrai que sur le tome 1, c'est très médiéval parce qu'on est sur une petite île avec les épées et les chevaliers. Royauté, etc. Voilà, mais tu vas voir chaque tome, il y a un voyage, puisque c'est le but. Téna quitte son île et tout. Voilà, donc c'est quoi qu'il arrive, c'est un univers fantastique. Et en vrai, dans tous les scénars que j'ai, il faut qu'il y ait du fantastique. Faut qu'il y ait des boules de feu, faut qu'il y ait des dragons, quoi qu'il arrive. Après, à toi d'amener, tu vois, finalement, on s'en fout de l'univers. Tu vois, on n'explique pas. Tu vois, t'as une meuf avec une queue de démon, des oreilles pointues, t'as un gars, c'est une hyène et tout. C'est comme un Dragon Ball. Toriyama, il t'explique pas pourquoi le maire, c'est un chien dans la ville. C'était imparté par les persos, tu vois. Et c'était ça, il fallait créer Téna et Free fort pour qu'en fait, le lecteur, quand tu le lis, t'as pas envie de savoir le nom du monde et tout, on s'en fout, c'est juste, j'ai compris, il n'y a pas de problème, ils vont pas aller manger au McDo parce que voilà, c'est pas réel, mais j'ai compris qu'on est dans un univers fantastique et que tout peut arriver. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a avec nos longues discussions à Néo, ce que j'ai fait comprendre. On n'est pas obligé de tout raconter pour montrer, pour faire comprendre quelque chose au lecteur, mais il faut bien agencer les choses. Et en vrai, oui, après on comprend avec le contexte, avec la présentation. Du coup, au 5e tome, il va se passer un truc chelou vu qu'il y a toujours un truc au... non, Je sais pas, j'ai compris les 5 ans, les 5 tomes de Dreamland. À chaque fois, il y a le 5, il y a quelque chose. FreeQuest est plus simple qu'un Dreamland, mais simple veut pas dire simpliste, tu vois. Il est beaucoup moins léger. Dreamland, c'est léger, tu vois. Oui, là, il y a plus de sang, plus de bagarres. Voilà, c'est plus dark, FreeQuest, et c'est moins trash qu'un Dreamland, tu vois. Dreamland, c'est complexe dans toutes les enjeux politiques, toutes les factions, machin. Mais c'est raconté avec un ton léger, tandis que FreeQuest, vous verrez,
Ça va un peu au-delà. C'est un peu plus éprouvant émotionnellement. Ouais. Néo, est-ce qu'on peut ensemble aller dans le passé ? Est-ce qu'on peut aller le jour où tu as reçu un message d'un certain Renaud Le Maire ? Tu faisais quoi à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une bonne journée, par exemple ? C'était une très bonne journée et effectivement, après avoir reçu son message, c'était encore une meilleure journée à ce moment-là. C'était quoi ? C'était Instagram ? C'était ça en fait. C'est vrai c'était Instagram ? Ouais, sur Instagram, en fait, c'est comme ça qu'il m'a repéré. En fait, finalement, j'ai fait les fan art, tout ça à l'époque. C'est vrai qu'il y a eu Dreamland, l'animé. C'est comme ça qu'il m'a repéré, à mon avis, notamment grâce au fan art. Et c'est vrai qu'après, il m'avait déjà découvert avant, d'après ce qu'il m'avait dit. Moi, j'avais kiffé le Shanks que t'avais fait. Yes. Et t'avais fait aussi, je sais plus quel perso. La meuf dans One Piece Red. Ouais, voilà. Du film Utah. Déjà, j'avais la déformation qu'il faisait. Moi, ça me parle, parce que j'adore tout déformer. Donc, oui, c'est vrai qu'après, j'ai vu le fan art Dreamland, mais c'est finalement pas celui-là. Ouais, c'est pas forcément celui-là qui m'a fait le plus kiffer. C'est ça. Et ouais, en fait, sur le coup, c'est vrai que je reçois son message. Et je me dis, waouh, c'est un bug, qu'est-ce qui se passe ? Il a hacké son compte ? Ouais, ou alors il y a un fou qui a pris le contrôle ou quoi que ce soit. Non, et puis c'est vrai que très rapidement, j'ai compris que c'était pas une blague, parce qu'il s'est livré directement à moi, il m'a directement parlé du projet bien en détail, il m'a bien fait comprendre que c'était vraiment sérieux, et en voyant toute la confiance qu'il misait déjà en moi, alors que on venait à peine se capter, j'ai compris que là, t'avais une charge. Ah ouais, Mais attends, moi je veux des détails précis. Oui. Genre, t'as vu le message, t'as fait un screenshot et tu l'as envoyé à un pote en disant t'y croiras jamais. C'est lui. Non, j'étais sur ma table à manger tranquille, et puis je vois ça et je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est là, et tout s'effondre dans ma tête. Je me dis j'ai mes propres projets, tout ça, comment faire et tout. Je dis bon, je réfléchis pas, on va répondre. C'est la meilleure option qu'il y a actuellement pour moi. Ah bah oui. Et effectivement, maintenant. Après, t'étais pas obligé de dire oui. Alors après, on s'est appelé 2 heures tranquillement. Voilà. Ah oui, voilà. Oui, après, il y a eu un vrai vocal. Ah, vous avez eu la nuit, quoi. Voilà. La lune de miel. C'était vraiment, il fallait que j'explique tout. Bah oui, c'est normal. Oui. Ah, cool. Le petit message des réseaux, c'est à ça que ça sert. Ça te permet de engage créer un la contact. Communication. Tout à fait. Et après, si tu sens que oui, peut-être faudrait qu'on en parle, évidemment qu'on va en parler, donc on s'appelle. Et... C'est ça, on s'est appelé dans la foulée, et quasiment ça le lendemain, ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai compris, il m'a dressé tout le portrait du jeu. Qu'est-ce que je raconte, du manga. C'est un jeu, ça y est. C'est vrai que il y a quand même cette ambiance, on disait médiéval fantasy, tout ça, inspiration et tout, mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien, on est quand même sur quelque chose d'assez jeu vidéo avec les armes magiques, tout ça. Bah, de toute façon, Free Quest, Dragon Quest, moi je me suis pas vraiment posé la question. C'est Je voulais Quest. Ouais, non mais j'ai regardé le logo, et quand tu regardes le logo, tu fais... on a calmé le graphiste. Tu m'étonnes. Non mais je comprends. Non, mais il nous a envoyé un premier truc, parce que comme j'avais dit, moi je veux mon Dragon Quest, clairement. Dans le titre, je veux Quest. Et il a envoyé le même. Bah oui, là, les gars, mais même là, quand je l'ai vu, j'ai fait. Non, là il est cool, mais le premier G c'était Dragon Quest. Mais même c'est pas très légal peut-être en fait. J'imagine bien. Mais moi il y a une question où je me pose, c'est vraiment, tu t'es pas posé la question pourquoi moi ? C'est vrai que on peut appeler ça. Dans mon milieu, le syndrome de l'imposteur. Dans un premier temps, tu te dis pourquoi il y a des gars qui font des trucs un peu mieux que moi, tout ça. Mais après, Renaud, il m'a confié plus tard qu'effectivement, oui, pour lui, c'était peut-être un peu plus au-delà du niveau de graphique ou même simplement mon style ou quoi. Il m'a dit qu'il avait capté une forme d'énergie en fait dans la manière que j'avais de poster, ou alors le style de manière globale ou quoi, la manière peut-être que je m'exprimais effectivement sur les réseaux, ce que je mettais peut-être dans les descriptions des posts, quelque chose comme ça. Et en fait, là où à mon avis ça a scellé vraiment son avis, il me l'a dit, c'est quand il a vu certaines de mes planches, quand il voyait du coup j'imagine comment je composais les trucs ou quoi que ce soit. Donc c'est à partir de là où à mon avis il a fait le pas. Mais c'est marrant parce que quand on lit Free Quest, on sent une vraie énergie, on sent pas un calcul, on sent pas attends, si tu mets ce perso là, il faut qu'il ait tel niveau de puissance parce que sinon il pourra jamais progresser. Tu sais, alors c'est bien évidemment que c'est réfléchi, mais on sent une espèce de force, d'âme, d'énergie assez naturelle dedans. Mais en fait, il faut comprendre que tu sais, le milieu de la BD, comparé au cinéma ou à la musique, où tu vas aller à un concert, tu vas prendre l'énergie du chanteur et du groupe direct. Tu vois, tu vas la ressentir dans ton corps, il te l'envoie. Au cinéma, tu vois le jeu d'acteur, il y a le son. Nous, il faut imaginer que l'énergie qu'on met dans nos planches, vous lisez ce qu'on a mis 6 mois après dans votre canapé tout seul. Donc, comment tu arrives à faire vibrer les gens avec ce décalage et cette énergie qui s'est diffusée, qui n'y est pas. Et c'est pour ça que inconsciemment, tu sais pas pourquoi tu as des BD, elles te font dresser les poils et pas d'autres, tu vois. Et moi, je suis réceptif à ça, à l'énergie que va dégager un trait. Et
quand j'ai vu les planches de Néo, j'ai fait ce gars-là, je suis sûr, alors qu'on se connaissait pas, je suis sûr, il crayonne comme moi, il est dans le même délire. Donc on va s'appeler, et comme d'hab, c'est toujours le feeling. Et en vrai, on se découvre de plus en plus. Bon, là, on se connaît bien, mais on est les mêmes, tu vois, en termes de crayonner et tout. C'est pour ça, et c'est ça qui est bien. C'est pas un petit Renault. Je suis pas allé chercher quelqu'un qui avait mon style, qui ressemblait, qui dessinait du Dreamland. Il connaissait pas Dreamland, il lisait pas Dreamland. Donc c'est pour ça que c'est avant tout une sorte de sensation que j'ai. Hein. Puis de toute façon, on se connaît. Je réagis vachement au feeling et à l'instinct, et j'ai senti que ce que je voyais à travers ces réseaux, ça matcherait. Et ben voilà, du coup, vous avez FreeQuest dans les mains. C'est allé très très vite. Si les gens nous voyaient comment on travaille, ils se diraient, mais c'est pas normal. Ouais, vous donnez quelques infos. Tu en parlais dans l'émission il y a 2 semaines. Ouais, sur le fais ce que tu veux, non, c'est quoi Ouais, c'est tu mets des cases où tu fais vas-y. C'est TV. Ouais, c'est TV. C'est que là, le coup, le duo, c'est pas un scénariste, c'est un dessinateur. C'est que moi, je suis aussi auteur qui suis encore en activité, et j'essaie toujours de mettre à la place des gens, même quand je fais mon histoire. Et là, tu te dis, faut penser que moi, si tu me laisses pas de la liberté, je donne pas le meilleur de moi-même, et en fait, je vais pas commencer à étriquer, Néo, il est pas que dessinateur. Eh ben non, justement, tous les persos naissent de sa plume. Et d'ailleurs, tu peux raconter l'anecdote sur Téna, de toute façon. C'est ça, en fait, pour rebondir vite fait, c'est pour finir ce que tu disais aussi là-dessus, c'est vrai que d'un point de vue créativité, tu me laisses vraiment un gros quartier libre, entre guillemets, pour pouvoir m'exprimer sur les planches et tout ça. Donc ça, c'est top. Mais au-delà de ça, c'est vrai que tu l'as déjà dit aussi avant, et il faut le souligner quand même, c'est vrai que tu pars du principe que je suis aussi un auteur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi cette prise en compte qui est totalement, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit aussi, un peu inédite en fait. C'est vrai que souvent, dans le manga, on retrouve un dessinateur et un scénariste. Là, on est effectivement auteur-auteur. Donc en fait, je trouve que c'est assez marrant de voir comment tu gères le truc depuis le début. Parce qu'effectivement, déjà, première anecdote marrante, effectivement, c'est que de base, il a écrit les persos. Imaginez, t'écris Téna, t'écris Free, et puis là, il me dit, en fait, tu fais ce que tu veux avec. Bon vas-y, c'est... Voilà. Oui, t'as même pas juste un truc, faut les oreilles pointues. Tu vois, t'as même pas donné un indice comme ça, quoi. Rien. Non, on tâtonnait. Je n'avais que mon ressenti et les quelques dessins. Donc c'était un peu le test. C'est s'il galère, tu l'as voyé comme ça, refais, tu dis bon, ça amorce une façon de travailler qui allait être pas compliquée, mais voilà. Ou si ça le fait, ça va être c'est la ça. fête. Et en fait, en gros, il m'a juste envoyé la phrase typique en mode ça va être la protagoniste, ça va être une fille, ok, tout ça. Et il va avoir un gars avec lui, et du coup, je suis en mode bon, tu imagines comment. Voilà. Et donc moi, j'étais dans mon délire, j'étais comme il le sous-entend depuis le début, dans cette énergie un peu similaire que la sienne. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pondu les premiers designs qui venaient en tête de protagonistes de nana dans un milieu médiéval ou quoi que ce soit. Juste, j'avais quand même l'info que Free doit être muet, donc il y avait ce côté un peu... Il fallait que le personnage dégage un peu cette ambiance bizarre. Tout ça, vous le verrez dans le bouquin. Mais, et du coup, en fait, je les ai pondus, je les envoie. Et il me dit, en fait, c'est ça à 2000% que je veux, quoi. Je les aurais dessinés pareil. C'est beaucoup. Et tu t'es inspiré t'as eu des anciens persos à toi, des trucs que t'as lus, t'as eu des idées comme ça qui ont influencé Téna? Je crois qu'il regardait X-Men à ce moment-là, avec le petit diable au teint bleu. Oui, je rigole pas. Non, en fait, c'est vrai que moi, c'est marrant que tu dis ça, les œuvres d'avant, parce que oui, effectivement, j'ai un peu... vis-à-vis de ce que j'ai fait auparavant, que ce soit dans le webtoon ou même dans un manga que j'ai voulu publier moi-même avec ma propre histoire et mon propre dessin sur un magazine américain. C'est vrai que là, on retrouve aussi les gens qui me suivent depuis le début, ils peuvent voir du coup qu'effectivement Free est clairement entre guillemets, le même archétype de personnage que j'ai fait avant pour un autre protagoniste. Et c'est vrai que j'aime bien, et je pense que je vais continuer à faire ça, c'est en fait je vais faire entre guillemets des références à des personnages dans mes prochaines séries ou quoi que ce soit. Donc oui, effectivement, Téna est également une ancienne protagoniste que j'avais imaginé pour un one-shot à l'époque, en 2020, carrément, pour un concours Tezuka. Donc j'ai repris le même design. Cool. Et là, ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y avait eu le fameux manga pour les Américains, comme je disais, il s'appelait Frost X Fire. Et le protagoniste, pareil, il s'appelait Miko. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, cette dégaine un peu bizarre et tout, c'est lui. C'est carrément Free, en fait. Voilà. Par rapport à ce que tu avais écrit à l'origine, tes premières idées, tu avais peut-être déjà lancé au moins le début de l'histoire. Il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de changements avec votre travail commun. À chaque fois que je l'appelle, il fait ça a changé ça. En fait,
je garde quand même la même façon d'écrire Dreamland, c'est-à-dire j'ai bien poncé Free et Tena, mais tout ce qui va se passer, je sais, puisqu'il y a le nombre de tomes qui est calé. Donc ça, par contre, oui, c'est un exercice où je dois pas partir trop en live comme un Dreamland. Mais par exemple, le passé du 3e protagoniste, j'y avais raconté, ça va être ça, mais je sais pas encore. Les détails, ça viendra. Pourtant, c'est le début du tome 2, tu vois. Et dès qu'on a fini le 1, je savais toujours pas. Et puis d'un coup, j'ai dit, ça y est, j'ai le passé de Locke, j'y raconte. C'est le premier lecteur. À chaque fois, Néo. Et c'est excellent parce que lui, il connaît la fin, il connaît ça, donc il sait où ça va. Ouais, et en fait, quand j'y raconte, j'arrive à le resurprendre. Et là, tu dis, mais c'est tout bénef. Si tu surprends l'autre auteur qui connaît les persos sur le bout des doigts parce qu'il a designé et qui dit, ah ouais, mais ça va faire comme ça, mais ah oui, mais tout est logique et tout. Désolé, j'ai mis de même ta voix. Tranquille. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a ce côté aussi, tu sais où tu vas, mais il y a une forme de petite improvisation en plein milieu qui fait que ça apporte effectivement cette fraîcheur et qu'on n'ait pas l'impression que tout est effectivement télégraphé à 100% et qu'on lit un récit qu'on a déjà vu autre part, quoi. Parce que si les idées elles te viennent tout d'un coup, là c'est vis-à-vis de pareil, il fait Dreamland en parallèle, donc il trouve des idées là-dedans, même si ça n'a rien à voir et que c'est pas un autre contexte et tout. Donc en fait c'est ça qui est assez cool, c'est comme il disait, voilà, moi aussi je suis surpris en permanence c'est un peu le Star Wars quand Luke apprend que c'est son père alors qu'il vient de lire le dialogue. C'est un peu ça, ouais. Il y a ce côté où, voilà, après Renaud, je pense qu'on ne le présente plus, il est assez coquin, il fait des petites blagues et tout, donc il me le réserve aussi à moi. Et ce qui est marrant dans cet esprit de surprise, ça va être le premier chapitre de Freak West, qui est, je trouve, très bien conçu, bien qu'il soit d'une certaine manière assez classique. C'est-à-dire que on est sur des archétypes de personnages, c'est facile à comprendre, on est tout de suite dedans, mais on a une impression de fraîcheur incroyable, et surtout à la fin tu commences à deviner au fur et à mesure de la lecture du premier chapitre ce qui va se passer. Mais la dernière planche, elle te laisse. Alors je veux pas la révéler, tu vois. Voilà, cette émission sort la veille de la sortie du bouquin, où certains l'ont peut-être déjà entre les mains quand ils écoutent cette émission. Mais voilà, où ils ont pu lire peut-être un extrait en ligne. Mais t'arrives à la fin du premier chapitre et tu fais c'est clair. T'as une espèce de petit truc là où tu dis ok, tout de suite, je veux le chapitre 2, quoi. Mais une part de la fraîcheur, je pense que c'est surtout le dessin. Moi, clairement, j'étais pas du tout habitué parce que je lisais pas mal de mangas, on va dire, pas classiques, mais vraiment le shonen un peu japonais, rectiligne. Et c'est vrai que, tu le dis dans l'interview, Renaud, le dessin est vraiment moderne. Et je pense que ça peut être clivant dans le sens où soit t'aimes pas. Et moi, au début, j'étais un peu perturbé parce que j'étais pas dans mon confort, en fait. Et à force de lire, tu trouves ça super, et je fais putain, j'avoue, ça t'entraîne dans l'histoire, ça t'entraîne dans toutes les émotions des personnages, la dynamique, les combats, etc. Et je m'y attendais pas parce que clairement ce dessin, moi je suis pas habitué à le lire, en tout cas à le voir comme ça. Donc c'est cette fraîcheur, je pense, qui vient aussi du dessin. Ouais, mais après c'est souvent des tomes 1 aussi où je me dis le 13 c'est pas mon truc, et puis à la fin ça devient des hits. Tu prends le premier tome de Demon Slayer, tu vois ce trait, tu fais c'est pas mon truc, hein. Ouais, ça reste un peu classico vieillo, Demon Slayer. Ouais, au début ça surprend quand même. Le premier tome de Kishimoto, Naruto, tu dis bon, c'est pas la folie non plus, hein. Ouais, et pourtant voilà, quoi. En tout cas, c'est clair que le tome 1, moi j'ai vraiment pris un énorme plaisir à le lire. Il y a énormément de choses dedans. Tu te dis, c'est vraiment un appel à l'aventure. Au début, tu dis bon bah voilà, je rentre. Bon bah il y a cette histoire avec Tena, avec sa pseudo-famille. T'as le petit roi, la royauté. Qu'est-ce qui se passe sur l'île? Bon, ok. Et là, ça part en vrille et tu fais pourquoi? Enfin, franchement, quand je veux pas spoiler le passage, mais il y a vraiment ce passage du. Mais non, mais elle est trop bien cette dernière case. Il y avait un grand méchant et tout là. Elle est trop bien cette dernière case. Je sais pas si t'as mis beaucoup de temps dessus ou. C'est vrai que là le teasing est assez grand, mais ouais, non, clairement. C'est ce que je disais à Renaud quand j'ai fait la scène ou quoi, j'ai compris que c'était le moment où il fallait tout donner dans le chapitre 1. On était vraiment, en plus, c'est le moment où en fait on fait nos preuves, quoi. C'est les lecteurs, on n'a qu'une fois leur première attention. C'est vrai. Donc je me dis, bah là, il y a cette scène-là, il y a ce duel-là, et je me dis, là, en plus, je vois les storyboards de Renaud qui arrivent, je suis en mode, ça va tout péter, quoi.
Si j'explose pas tout maintenant, J'imagine bien. j'explose tout jamais. Ouais, Mais c'est une expérience très enrichissante parce qu'en fait, moi quand je fais mon storyboard, il y a que moi qui le comprends quand je fais j'ai pas à l'expliquer aux autres. Yes. Et en vrai, c'est la première fois que je m'entends expliquer ce qui va marcher, ce qui va pas marcher ou pourquoi j'ai mis cette case-là. Parce que Néo a eu un peu le même avis que toi, Max, au début. Il trouvait Téna classique ou disant ah tiens le déroulé, parce que c'est vrai que le concept, c'est une petite meuf qui cherche l'aventure dans l'île et tout, et Néo était en mode il manque d'un truc. J'ai fait mais en fait tu sais, une bonne BD c'est pas l'univers, c'est les personnages et c'est le rythme, et on va donner les scènes qu'il faut pour que le lecteur y soit mais à 1000% attaché à Téna. En fait c'est tu lis FreakWest, Téna tu veux la suivre, et ça moi je me le dis pas moi-même, donc à chaque fois il pose des questions ou il révèle des trucs où moi je suis obligé de formuler, de faire comprendre ce que j'ai dans la tête parce qu'il n'y a que moi qui les comprends, et en fait il m'a fait évoluer de ouf. Et c'est vrai qu'on se rend compte que vraiment la narration et le rythme, c'est souvent ce que je disais souvent. Je m'étais mis une petite pression, pas une pression, une pression si quand même, où tu vois moi ça fait 18 ans que je fais ça. Dreamland ça va, le tome 23 il a pas besoin de rythme, c'est une histoire, il y a 200 chapitres, le lecteur attend de la suite. Il faut évidemment bien rythmer ton tome, mais c'est vrai que souvent quand je vois les potos qui lancent leur tome 1 depuis des années, tu dis mais il manque un truc. On parle pas de narration, les mecs parlent de narration. La narration aujourd'hui, on est en 2024 avec tout ce que les mecs ont bouffé. Tu sais comment agencer une case pour la rendre lisible, c'est ça la narration. Tu sais dessiner, maintenant les ptios ils savent tous dessiner, mais est-ce que tu sais rythmer ton tome 1, c'est-à-dire comment tu vas allouer le nombre de pages à telle scène, comment tu vas te dire que cette scène elle est trop courte et tu vas frustrer le lecteur, ou elle est trop longue, elle l'ennuie. Tu vois, c'est comment découper les scènes, leur donner, allouer les pages. Ça, c'est quelque chose qui est assez, qui est pas encore assez trouvé pour un jeune auteur, c'est normal. Et donc ça, moi, ce discours, je l'ai souvent avec les potos. Et je savais que là, je repars à zéro avec un tome 1. Ça y est, ça fait 18 ans que j'ai fait le tome 1 de Dreamland. Bon, le remaster, il y a moins longtemps, mais voilà. Mais là, tu dis, gars, tu leur as dit, gars, vous avez pas compris c'est quoi le rythme de tome 1. Tout le monde t'attend au tournant. C'est clair, tu pouvais pas te louper. Et c'est pour ça, mais même moi. Et du coup, et en plus, comme on est dans Téna et Free, c'est le grand écart. On n'est pas 4 gugus de Montpellier qui font des fêtes, machin. Ça n'a rien à voir. Donc j'avoue, je m'étais mis une pression, et donc les questions de Néo à chaque fois, parce que lui, il est vraiment, comme tu dis, dans le côté moderne. On n'a pas les mêmes refs. Les mangas qu'il lit, je ne les lis pas, et vice versa. Et ça, c'est trop bien. Du coup, voilà, je me suis entendu expliquer pourquoi je faisais ça, et il me confirmait que je le faisais bien parce que sa réaction c'était waouh. Et là, ce que vous dites là, parce que moi, c'est une des premières fois où je prends les commentaires et les avis, tu vois. Dreamland, je m'en fous, je m'en suis toujours foutu. Mais là, comme je te dis, je me dis, t'as tellement fait le malin sur un bon tome 1, c'est ça, les gars. Et tout le monde t'attend. Et voilà, le meilleur des compliments qu'on nous dit, c'est tu tournes les pages et t'as hâte de la suite. On s'en fout que tu kiffes le style ou quoi, c'est subjectif, mais une bonne BD, c'est une BD qui se lit. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a essayé de faire ça. Je vais aussi te donner l'avis de Cagnard qui est pas avec nous dans cette émission ce soir, mais il a lu le manga la semaine dernière. Il venait de finir Gundam Unicorn qui va sortir au mois de novembre, donc sur un truc qui est quand même bien fat, avec un univers qui est costaud, surtout Unicorn qui est très référencé. Il l'a posé en disant waouh, j'ai besoin d'avoir du plaisir. Et là, il s'est dit ok, je vais tenter le manga de Renaud. Il a lu FreakWest, il a fait mais c'est génial, c'est mon meilleur manga de l'année. Il en pouvait plus. Trop bien. Il a dit c'est le meilleur manga de l'année. Il a vraiment dit ça. Oui. Et j'ai fait t'es sûr. Enfin, c'est beaucoup de dire c'est le meilleur manga de l'année. L'année n'est pas finie, mais il a dit c'est vraiment le meilleur manga de l'année. Voilà, donc il l'a lu au milieu de la nuit après Gundam, mais merci à lui et merci au poteau. Yes. Mais le tome 2, vous n'êtes pas prêts. En vrai, ça le fera teasing est toujours là. Est-ce que tu redécouvres une fois, parce que tu as fait le storyboard, tu as fait le scénario, mais après quand tu as tout l'ancrage, tout le dessin de Néo avec vraiment tout bien dessiné au-delà du storyboard, est-ce que tu redécouvres l'histoire c'est des bonbons. À chaque fois que j'ai un message de Néo sur mon Discord, je dis je refais sa journée. C'est un truc de ouf. Parce que je redécouvre. Parce que tu vois, on dessine tellement pas pareil que c'est des indications. Et comme tu disais, des fois, pour laisser la liberté, c'est CTV, donc tu fais la vue que tu veux et tout. Il a des cadrages tellement efficaces. J'ouvre les fichiers, c'est du bonbon. D'ailleurs, je lui dis toujours au top. Il y a que de temps en temps, tu vois, j'ai essayé aussi de faire gaffe. J'ai mon œil de dessinateur qui s'est perfectionné.
et qui a vu les choses, mais il faut pas que le tome soit parfait. C'est comme on dit, c'est un jeune auteur. Va pas faire chier Néo à lui dire, tu sais quoi, là je trouve que la phalange elle est mal calée. C'est bon, il y a 200 pages, plus de 9 cases par page, c'est des milliers de dessins. C'est pas grave si elle est mal faite. Ne juge pas avec ton œil qui maintenant ne laisse rien passer sur Dreamland. Il a qu'un tome 1. Est-ce que toute l'énergie de la page est bonne? Est-ce qu'il a focus là où il fallait? Il l'a fait. Donc il faut aussi que j'arrive à me sortir de la rétine que j'ai entraînée pour avoir mon niveau aujourd'hui et pas lui faire subir, tu vois, parce que il n'est pas au même stade et c'est normal. Donc il y a des choses, donc je suis très très rarement à lui dire de refaire, mais je vais te laisser. Ouais, non, mais c'est ça, c'est en fait, la plupart du temps, tu interviens souvent quand tu parlais du coup de la phalange ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'en fait, les problèmes d'anatomie et des problèmes que tu peux avoir graphique, tu vas surtout les souligner dans des grandes cases, dans des moments où il faut que ça pète, au moment où il faut que ça marque la rétine, comme tu dis. Donc c'est vrai que vis-à-vis de ça, je me fais effectivement influencer par toi, mais c'est vrai qu'au scénario aussi, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'une certaine manière, comme tu as dit, c'était un échange, mais de la même manière que tu m'influences graphiquement, de temps en temps, j'ai aussi, entre guillemets, avec un peu le temps ou quoi que ce soit, d'arriver un peu de t'influencer aussi scénaristiquement, au sens qu'en fait, il y a eu des moments où effectivement, je t'ai un peu parlé de certaines idées ou quoi que ce soit, ou que ce soit pour le personnage principal ou secondaire et tout. Et avec le temps, t'arrivais également à mûrir ça de ton côté. Et de temps en temps, tu revenais vers moi en mode en fait, t'avais peut-être raison pour ce personnage-là. Et j'ai trouvé une petite histoire, une petite backstory, tout ça et tout. Donc en fait, c'est comme il disait depuis le début, en fait. C'est un duo d'auteurs. C'est un duo d'auteurs et on s'échange tout le temps des trucs et c'est donnant-donnant en fait. Et on dit jeunes auteurs, mais du coup, ça fait combien de temps que t'es sur le manga? Alors, ça c'est un sujet un peu... Sauf si c'est un secret, attention, moi je veux pas... Sur FreeQuest. Non, dans le manga, le monde. Il va rendre tout le monde jaloux. En fait, ouais, c'est un sujet un peu bizarre, parce que c'est vrai que moi, depuis que je suis gauche, je dessine un peu comme n'importe quel dessineux qui a envie de faire plus ou moins dessin son métier. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, pendant une longue période de mes 10 ans à peu près, jusqu'à être majeur, j'ai arrêté. Parce que je me disais que tout simplement on pouvait pas trop en faire ça on pouvait pas en vivre, on pouvait pas en faire un métier. J'avais que des exemples de gens qui faisaient de la bande dessinée ou même un tel qui me parlait d'un tel qui avait des problèmes et tout ça vis-à-vis de ça. Ou tes parents peut-être, non, je sais pas. Et mes parents aussi très pragmatiques et puis ils ont totalement raison, hein. Ça rapporte pas d'argent, tu vas pas faire ça. Fais un truc économique. C'est ça en fait. Le truc, c'est qu'actuellement, voilà, si on peut pas ramener une source d'argent entre guillemets vraiment fixe et tout, et l'artiste, c'est ça. C'est de base dans ma tête, c'était quelque chose comme ça, calibré comme ça. Mais en fait, il est arrivé le moment où j'ai dû faire mes études entre guillemets supérieures. Et parce qu'en fait, c'est ça. J'ai fait une école d'informatique, mais j'ai fait une sorte de prépa. Et pendant cette prépa là, c'est là où tout a commencé en fait. Je comprenais qu'en fait finalement je m'étais pas mis dans la bonne voie. Je me suis fourvoyé. Les chiffres, c'est pas pour moi. C'est ça, je me suis dit. Le binaire, non, donnez-moi du dessin à un crayon. C'est ça, carrément. Et du coup, à côté, je me suis dit, mais si je reprenais un peu le dessin comme à l'époque et tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi depuis le début j'étais allé en informatique, parce qu'en fait, finalement, au fond de moi, je voulais faire des jeux vidéo. Et qui dit jeux vidéo dit histoire. Et en fait, quand j'ai réussi du coup à extraire du coup vraiment mon envie que je voulais vraiment dans les jeux vidéo, qui était en fait l'histoire, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu te fais chier à essayer de faire des modèles en 3D, tout ça, essayer de chercher une équipe pour pouvoir bosser avec toi et tout, alors qu'en fait tu peux te mettre sur ton papier tout seul à côté tranquille et te faire tes planches, tout ça, tes cases et tout. Dans la foulée, bien entendu, j'ai redécouvert les animés, c'est qu'avant oui, t'avais laissé tomber. J'avais vu One Piece comme tout le monde à 12 ans. Mais j'étais tellement, je m'intéressais tellement pas que je savais même pas à l'époque que c'était fait par des Japonais ou quoi que ce soit. Alors nous on avait pas 12 ans quand on a découvert One Piece. Moi je suis en 94 du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Mais oui d'accord, tu savais même pas que c'était par des Japonais. C'est ça en fait. Pour moi ça m'a cassé la tête au moment où je me suis réellement penché dessus. Je me suis dit mais attends, mais en fait c'est par des gars qui sont pas français ou quoi que ce soit. C'est le dessin animé, ouais. Non mais le gars il découvre la vie quoi. C'était un peu ça. Je rigole, mais moi quand j'ai fait mon stage chez Pika Édition, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens derrière pour faire un manga. Du coup, je comprends tout à fait ton truc, parce que moi je dis attends, mais il y a un relecteur, il y a un traducteur, il y a des gens qui s'occupent d'acheter la licence, et j'ai fait
attends, mais il y a tous ces gens pour sortir un manga. Enfin, je comprends tout à fait ce que c'est. C'était il y a 20 ans en plus. Et c'était il y a 20 ans. C'est ça. Et au moment où je suis tombé là-dedans, c'était fini, quoi. J'étais tombé dans le terre de lapin, là. Et oui, attends, j'ai commencé à regarder les animés, tout ça. Et paradoxalement, je lisais pas de manga. En fait, je regardais les animés et en fait, c'était ça qui m'apportait toute l'émotion, la musique, tout ça, les jeux d'acteurs, entre guillemets, les personnages, tout ça, la narration qui est pas du tout occidentale, quoi. Il y avait tout ça. Et en fait, je me suis dit, c'est super et tout, j'ai envie de faire un truc comme ça. Donc, j'ai fait mes trucs de mon côté tranquillement. Mais bon, j'avais 18-19 ans. À un moment donné, je me disais, bon, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? J'ai continué, j'ai un peu avancé. J'ai compris au bout de 2 ans de prépa que c'était pas fait pour moi. J'ai arrêté. Bon, c'est une cascade à pas trop reproduire à la maison. J'ai arrêté les études. Et en fait, je me suis consacré à fond là-dessus parce que bon, j'avais arrêté, mais j'ai décroché un petit contrat, voilà. Avec des Américains pour faire un webtoon, voilà, un webtoon au tout début, voilà, c'est ça. Et ça compensait pour, entre guillemets, tu ramenais de l'argent à la maison. T'as vite on trouvé pouvait un pas truc. te dire. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, c'est ce que je conseille finalement à tous les artistes aujourd'hui, c'est en fait juste partager votre boulot, quoi. N'hésitez absolument pas. C'est en fait les réseaux. C'est Instagram qui m'a tout donné en fait. Ils m'ont contacté par Instagram ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est ça. Pour revenir à la question de base, c'est ça. J'ai commencé plus ou moins à 19 piges à vraiment bosser mon dessin, quoi. Donc avant, je recopiais des trucs. Et c'est quoi tes influences maintenant, tes goûts, tes lectures? Ben, c'est vrai que depuis en fait, voilà, 2019-2020, j'ai essayé de tout rattraper. En fait, j'ai tout vu, j'ai vu un peu les classiques, tout ça. Et donc oui, je suis arrivé à un moment donné où je suis arrivé du coup dans les mangas modernes. Et c'est ceux qui m'ont le plus foutu des gifles. Hein. C'était impressionnant, les Jujutsu Kaisen au début, tout ça. 2020, l'adaptation animée. Enfin, ça m'a matrixé. Et puis c'est là où j'ai compris que ouais, il va falloir. Et la concurrence est rude et il va falloir s'adapter. Et c'est vrai que du coup, niveau influence, voilà, là actuellement. Il y a quelques temps, c'était Chainsaw Man, qui n'a rien à voir avec mon style, hein, finalement, mais c'est plus sur la narration et les personnages et tout. Mais dessin, là, j'ai flashé sur Kei Urana et Gachakuta. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Et donc là, du coup, si on doit faire ton top 5 manga de ce soir, qui ne sera pas forcément le même 5, que demain. Le top 1, c'est Radiant déjà. C'est un fan de Radiant. Ouais. C'est ça en fait. C'est vrai que comment j'ai pu l'oublier dans ma bio, c'est qu'en fait, c'est quand même ce qui m'a donné le souffle quand même du manga en 2019. Quand même, c'est quand j'ai vu qu'un gars en France, il a fait un putain d'adaptation animée. En vrai, ton top 1, c'est Tony Valente. C'est ça. C'est pas vraiment. C'est ça, c'est le gars qui m'a fait dire ah ouais, mais en fait, ça peut fonctionner de faire du manga en France et tout ça. Donc, dans le cœur, voilà, c'est Tony Valente. Et après, bon, ben, c'est le reste du top 5, c'est un peu compliqué. Je dirais que là-dedans, on peut trouver du Chainsaw Man, on peut effectivement, parce que ça reste quand même un manga favori. On peut trouver simplement des animés qui m'ont donné finalement le souffle, quoi, au tout début, comme des Gurren Lagann ou quoi que ce soit de Studio Trigger, mais qui est un animé, c'est pas un manga finalement. Bah, c'est un manga, mais comme c'est adapté de l'animé, il est nul. Mais c'est tout le temps malheureusement comme ça, mais en même temps c'est produit dérivé. Mais c'est ça, et puis c'est vrai que récemment, Gachakuta, surtout pour le style graphique de Kei Urana, qui est du coup entré l'héritier spirituel de Okubo, du coup, qui a fait également Soul Eater et Fire Force, qui est sûrement peut-être dans mon top 5 aussi. J'aime beaucoup le world building. Et toi, tu lis quoi en ce moment, Renaud? Tu restes sur Dandadan? Non, je lis plus trop. Hein, je lisais pas beaucoup déjà. Là, je suis. Déconnexion, projets, des choses à faire. Alors vous le voyez pas, mais moi j'ai Renaud en face de moi. C'est vraiment la pression de non, putain, je lis pas là. Il y a abattu. Non mais oui, parce qu'en fait je m'y mets, je m'imagine, tu me dis bah vas-y, t'as fini tes planches, tu lis, tu fais ah non je peux pas lire. J'adore. Je préfère m'occuper de ma famille, le sport, plus les trucs qui vont me sortir du manga, de ce monde du manga. Tu vois, je suis moins sur les réseaux, je suis moins aussi avec les ce qu'on pouvait faire encore il y a 5 ans encore, d'être ce groupe d'auteurs français qui se soutient, d'être au courant, de connaître tout le monde, d'être pote avec tout le monde. Ça y est, c'est cool, on arrive enfin, ou quand on me posait la question il y a 10 ans, où moi je disais je rêve de plus être à jour. Il y a tellement de sorties que je sais plus qui sort quoi, et on y est. Donc dès que je tombe les planches, il y a beaucoup de projets quand même, entre FreeQuest, Dribbland, il y a beaucoup de choses depuis ces derniers temps. Donc non, j'avoue, en lecture, je pourrais pas te sortir un nouveau truc. Et dans vos rapports aux réseaux sociaux, vous avez beaucoup de différences, ne serait-ce qu'avec la différence d'âge, vous avez aussi une utilisation qui est peut-être un peu différente. T'es très présent, toi, Néo, sur Insta, sur les autres réseaux? Alors c'est vrai qu'il y a une époque, oui, j'étais très très présent, parce que forcément,
J'avais que ça. C'est en fait, c'était mon outil de promotion, c'était ma vitrine, c'était tout ça. Donc il y avait tout ce qu'il y avait avec. Il y avait les fan art, il y avait les présentations de projets, tout ça. J'étais full Shonen Spirit et je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont voulu m'accompagner dans un premier temps, quoi. Et là maintenant, c'est vrai que j'en ai déçu plus d'un. Où en fait, c'est vrai que du coup, pendant plus de 5 mois en fait d'affilée, à un moment donné, j'ai fait une petite pause. Je me suis dit, il y a FreakWest. Il y a effectivement la scène du chapitre 1, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer à fond là-dedans. Il n'y a qu'une fois où je peux faire une première sortie de manga et j'ai dit, si je la loupe là, je vais le regretter. Donc, en fait, je me suis donné à fond. Et c'est vrai que j'ai dû en partie, effectivement, un peu perdre une audience, surtout américaine, parce qu'à un moment donné, tu balances tes projets français, mais qu'est-ce qu'il raconte Cocorico, tout ça, le pain, le croissant. Donc, voilà. Mais sinon, comment j'utilise actuellement Instagram, j'essaie de me remettre à jour. C'est vrai que là, je commence à voir que le format qui commence à être de plus en plus, on appelle ça la méta, c'est les vidéos. Du coup, les vidéos, les shorts, tout ça. Donc, je vais essayer de petit à petit m'habituer à tout ça. Mais sinon, du coup, pour le moment, voilà, je balance des pages, des planches, des cases. Vous verrez, c'est bien. Je me fais un kiff. Tu te mets au short, tu te mets au reel, tu te mets au story. Voilà, tu vois, c'est ce qu'il dit, c'est la méta, il faut évoluer tout le temps. Et en fait, j'ai fait laisse tomber. C'est du temps et de l'énergie, quoi. Oui, puis en fait, tu cours après un train que tu n'auras jamais, tu vois. Et moi, j'en ai pas forcément besoin. Donc, tu vois, TikTok, tout ça, je pige, mais tu dis, tu sais quoi, tu vas rester sur Insta. Ça va être ton site, en fait. Insta, c'est facile, c'est le site pour les nuls comme moi. Au moins, donc, je vais garder qu'un réseau social. Tu faisais un peu de Twitch aussi, pendant... Oui, c'est des amusements, mais tu vois, si vraiment demain, dans pas trop longtemps, là je garde encore Twitter parce qu'il y a des annonces. Twitter c'est très viral quand même, tu vois. Donc ça, je vis avec mon monde et ça reste la com. Donc il y avait l'annonce du Japon, l'animé, tout ça. Mais une fois que ça sera passé, je vais tout virer. Je vais garder qu'Insta et comme tu dis, je vais le voir. Je vais, comme je t'ai dit, je vais le garder comme un site en fait où je mettrai mes trucs de dédicace et tout. Tu vois, mine de rien, dans pas si longtemps, on atteindra aussi le 1 million d'exemplaires pour Dreamland. Donc tu vois, c'est des cases où tu dis, en fait, les réseaux, un auteur, tu sais pourquoi moi je kiffe pas. J'y suis pour la com. Et ben voilà, dans quelques temps, il y aura plus besoin d'être là pour vendre du tome. C'est juste si je kiffe ça, je kiffe pas ça, je veux du temps pour autre chose. Je vais vivre avec mon temps où justement c'est trop bien les DM, les messages privés des lecteurs, ça fait du bien. Donc à terme je vais garder, même si dans 5 ans Insta est encore plus has-been qu'il est maintenant, je refuse de m'adapter à un autre truc. Sachant que les fans, en plus, quand t'étais pas là, tu pouvais pas venir à une certaine dédicace, ils t'ont laissé des mots dans une boîte aux lettres avec des lettres, et ça, toi, il n'y avait pas besoin d'Instagram. Voilà. Et c'est encore mieux, parce qu'en plus t'as des lettres, tu peux les lire, t'as les dessins, t'as vraiment les mots. Tu sens l'émotion qu'il y a eu dans cette lettre que tu peux pas forcément avoir dans un DM, toi. C'est écrit avec l'informatique. Les mecs, c'était incroyable. Ils ont pris, c'était des lettres super longues et tout. Donc voilà, moi, mais là, tu vois, tu parles à un gars, tu vois, qui va avoir 20 ans de carrière. Donc c'est plus cette réflexion-là que je vois profiler, tu vois. On en reparle dans 5 ans, ça se trouve. Je suis un influenceur de ouf sur le TikTok 8. Tu dis, mais t'avais pas dit que tu vois, mais ça ramène des sous, j'en sais rien. J'ai changé là, il y a mes enfants, ils m'ont dit, vas-y. Mais aujourd'hui, c'est le mood du futur moment. Vous en êtes tous sur la prod de FreakWest. Le tome sort là cette semaine, en même temps que sort cette émission. C'était au frigo depuis 6 mois, 1 an. Vous en êtes où ? Alors, je vais répondre juste pour le frigo. Après, Vas-y. Moi, j'ai toujours été pas forcément pour le frigo. Encore une fois, avoir trop d'avance, je le vois quand... Tu sais, on est des auteurs, on reste longtemps derrière son bureau. Et quand tu as fini un tome, tu as envie de profiter de ton lecteur, tu vois. Moi, j'ai jamais eu d'avance. J'ai toujours, quand un tome était fini, j'attendais qu'il sorte pour attaquer le 2, pour justement avoir le retour des lecteurs. Et je vois, avec d'autres potes qui ont fait plein de frigos, chez Canaf, ils font beaucoup de frigos. Et il y a un décalage, parce que tu vas écouter les auteurs, ils vont dire... Mon tome 1 il sort, mais je suis satisfait du 3 parce que je suis là. Et il y a ce décalage qui émotionnellement, tu peux que le savoir quand tu l'as fait. Tu dis, moi je voulais pas qu'il y ait ce décalage, que Néo il soit au 3 et qu'en fait t'as pas encore profité des interviews, des dédicaces. Ça te nourrit, ça t'enrichit. Donc je voulais pas trop de frigo. Alors c'est vrai que les éditeurs vont dire c'est pour un rythme de parution plus élevé, mais aujourd'hui les 2 séries qui marchent le plus, Dreamland et Radiant, n'ont jamais eu de frigo, tu vois. Donc disons que faire du frigo n'est pas un plus pour vendre.
en tout cas, ne pas en faire, c'est pas un moins. Non, ça permet de rassurer l'éditeur plus qu'autre chose. C'est ça, finalement. mais Tony et moi, on a toujours été à finir un tome et à enchaîner après. Et tu vois que donc sur ça, j'ai voulu préserver Néo de dire non, t'inquiète, faut un peu d'avance. Donc là, il va vous dire où on en est, mais Non, c'est ça en fait. On est au tome 5. Ah, mais tome 18. Non, ouais, c'est vrai qu'en fait, comme tu dis, c'était ça aussi. C'était ça un peu le contrat aussi. C'est vrai que fin 2022, après que tu m'aies contacté, je crois que c'était en septembre 2022, c'est ça. Ah ouais, c'était il y a moins de 2 ans quand même. ah non, mais ça va très très vite. C'est ça. En fait, il m'a dit directement, voilà, il y a Cana, ils font du frigo et tout, mais nous on va pas faire ça. J'étais totalement d'accord avec lui. Et c'est vrai que dans la foulée, ce qui s'est passé du coup, c'est ça en fait. Dans la foulée, on a attendu un tout petit peu les contrats. C'est arrivé 2023 avril. Et c'est ça, mars-avril, on s'est lancé directement dans les planches. On a signé la série, tu vois, on n'est pas à 3 tomes. Ouais. C'est efficace. Oui, c'est la série. Bien, c'est pas 3, on verra après. Non, ouais, on fait ça et on le fait. Donc. C'est ça, et du coup, en fait, à partir de là, 2023, on a commencé à vraiment taffer, avril, tout ça et tout. Et là, actuellement, du coup, le bouquin sort. Et en fait, là, le tome 2, je suis à la moitié. Ouais, c'est cool. Donc, Et les storyboards le storyboard, alors c'est vrai que sur le tome 1, c'est moi qui ai un peu ralenti Néo. Il finissait les planches et moi, il attendait mon chapitre. C'est ça, parce que j'étais en mode 36 trucs. Là, justement, tous ces 36 trucs arrivent avec Révélation, le Japon, machin, les remasters, c'est fini. Donc je voulais pas que pour le 2, soit lui qui soit en attente, que ça casse pas un rythme. Donc moi, je suis en avance sur 3-4 chapitres. C'est plus par grosse scène, en fait. Il fallait que le deuxième arc qui est entamé justement à la dernière page du tome 1 soit calé. Donc là, on fait chapitre par chapitre. J'ai pas envie de le... Comme d'hab, tu vois, je me mets à sa place. J'ai pas envie de l'assommer avec des pages déjà toutes faites. C'est donc dès qu'il a fini un chapitre, j'y envoie le storyboard, voilà. Donc moi là, cet arc il est fini, donc c'est les 2 tiers du tome en storyboard. Il me reste le prochain tiers qui est le nouvel arc, qui est un gros truc. Mais comme justement je jongle avec le storyboard du tome 23 de Dreamland, j'étais en plein storyboard d'une grosse soirée de malade qui doit être en mode beuverie, projet X mais réaliste. Donc tu vois, le grand écart il est impossible. Tu peux pas faire l'arc, le deuxième arc de ta série fantasy et chercher des trucs en soirée. Allez regarder le film Projet X. Ah, non, justement, je l'ai regardé, je fais. Ah non, tu veux pas. C'est de la grosse de merde. C'est trop. Non, mais c'est une histoire vraie. En fait, c'est juste ça qui est bien. Mais voilà, il fallait que je cherche dans Dreamland, tu vois, les scènes comme le balcon ou quoi, des soirées que tout le monde a vécues, mais qu'évidemment, si je les mets dans le bouquin, qui est un petit truc un peu exagéré, mais qui passe. Mine de rien, c'est pas évident. Donc, tu vois, le grand écart, il était. Et donc, il fallait que je finisse. Donc, je voulais d'abord finir l'arc en cours. Donc là, moi, au moins, j'ai de l'avance. Néo, il est sur les planches et tout, donc il y a du tac au tac. Moi, ça y est, bizarrement, j'ai fini la scène d'écriture, les 2 chapitres de la teuf du tome 23. Donc voilà, maintenant, je vais pouvoir refaire le dernier tiers de FreeQuest tranquille et finir le tome 23 après. Donc c'est une gymnastique particulière. Ouais, mais finalement, vous êtes dans un flux ah oui, très tendu. Total, quoi. Même pour toi, finalement, tu ne t'arrêtes pas, quoi. T'as pas de pause dans le dessin au final. Concrètement, voilà, il a dit au tout début, on a plus ou moins la même énergie et c'est vrai qu'il s'arrête pas. Donc en réponse, je m'arrête pas non plus. Vous avez beaucoup de différences d'âge au final, parce qu'on a dit vaguement 20 J'ai ans. fait exprès 20 de ans, 20 ans pile poil. De laisser le plat, mystère. le doute. Non, mais je trouve ça amusant, et même géographiquement, vous venez d'endroits très différents. Tu viens de Montpellier et tu viens d'où, toi, Néo? Bon, on est tous les 2 du sud. Moi, je suis à côté de Marseille. Oui, Non, ça va pas si loin que ça. C'est dans le sud, Il y a le dans le mood, sud, c'est bon. 2 gars du sud, ça peut que Genre jouer donner un le truc. soleil. Et là, vous allez enchaîner du coup avec une tournée de dédicaces pour FreeQuest? Ou ça, c'est prévu pour encore plus tard? Alors, ça dépend ce que tu appelles tournée. Les tournées où, comme moi je fais avec Dreamland, où c'est une semaine, road trip et tout, on le fera pour le tome 2, parce que là, moi, mon planning me le permet pas avec le Japon. Ouais. Mais il va y avoir une tournée de dédicaces tous les week-ends. C'est Néo qui va s'y coller. Parce que c'est toujours ce que j'ai dit, c'est pour lancer une série, faut aller au charbon. Ouais. Donc c'est vrai que c'est l'avantage là. On est 2 auteurs. Moi demain, il y a quelqu'un qui me demande de faire Ténage, je la dessine, tu vois. Et donc là, moi, mon planning fait que je suis beaucoup moins en festoche. Donc c'est vrai que lui, il va en faire pas mal tout seul, mais
on en a prévu ensemble parce qu'on va rigoler. Donc là, il y a le jour de la sortie, on est à Montpellier, donc dans une librairie. Donc, et après, on enchaîne Quai des Bulles, Saint-Malo, où là, ça va être la folie. Ah ouais. Et Angoulême, tous les deux. Mais lui, entre-temps, de novembre à décembre, il va enchaîner. Ça, ouais, plus ou moins, voilà, on peut s'attendre à quasiment chaque week-end. Et t'es prêt? T'es prêt? T'as peur? Tu t'entraînes à faire des dédicaces ce soir ou pas? Je sais pas. Avec votre question, alors, attends, est-ce qu'on fait ça vite? Est-ce qu'on fait ça bien? Il faut chronométrer. Est-ce que tu vas accepter toutes les demandes? Je voudrais Téna, mais dans cette position avec la queue un peu plus grande, comme ça. Tu fais la pression là. Je voudrais Téna, mais non, alors pas du tout. Non. Non, mais il y a des gens, ils sont un peu chelous. Mais est-ce que vraiment là, tu t'entraînes un petit peu à te dire, tiens, je vais faire beaucoup de dédicaces? Et voilà. C'est marrant en fait comme sujet, c'est vrai que moi qui viens, enfin d'ailleurs ça parle peut-être sûrement à beaucoup d'artistes maintenant. Ce que je vais dire, c'est qu'en fait moi je suis totalement dans le digital. Et donc là en fait je vais devoir transitionner sur un autre format où je suis pas habitué à dessiner mes propres persos. Et en fait oui, c'est vrai que là ce qui va se passer dans les jours à venir, c'est qu'on va être sur des après-midi d'intense training arc là. Là ça va. Ils font pas des feutres qui imite à peu près la sensation. Des feutres IA qui bougent tout seuls. Mais si, les bigs bizarres là. C'est des trucs un peu plus glissants, je sais pas. C'est pas. Non, mais du coup, voilà. Non, en fait, je pense que je vais faire comme tout le monde. Hein. Je vais passer par les mêmes étapes, les mêmes problèmes, et on va se commander mon gros lot de feutres là, et puis ça va partir. T'as reçu le tome 1 de FreeQuest? Tu l'as ouvert, tu l'as lu, t'as sorti quoi? Non, je sais pas ce que c'est. T'as fait C'est mon manga? C'est ça, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Renaud m'en a toujours parlé de ce moment où on obtient son bouquin, quoi. On le prend, on ouvre les premières pages, tout ça. On voit les pages en couleur en plus. Ça, on a ce luxe-là en France qui est assez stylé. Tu ouvres ton truc, t'as directement un pied dans l'univers, il y a tout qui est en couleur, tout ça et tout. C'était mon rêve, quoi. Bon, je reviens encore sur Radiant, mais c'est le même feeling que j'avais eu quand j'avais ouvert la première fois le bouquin de Radiant. Je me disais, mais putain, attends, il y a une page en couleur là. Dans le truc d'avant que j'ai regardé, il n'y a pas de page en couleur. Et du coup, voilà, c'est vrai que voilà, tout le bouquin, il y a toutes les pages, tout ce que tu as fait et tout. Et c'est vrai que ça te rend à la fois nostalgique et tu te dis, bah, ça va arriver là. C'est imminent. Et tout le monde va découvrir ça. Et tout le monde va pouvoir le toucher et tout ça, le mettre dans sa librairie et tout. Donc ça fait quelque chose. C'est vrai que c'est super cool. Tu m'étonnes. Renaud, t'as dit un truc tout à l'heure. S'il faut dessiner Téna, je peux la dessiner comme ça. Tu maîtrises les personnages de FreeQuest au dessin aussi maintenant? Ben, c'est du fan art. Je vais voir les designs qu'il a fait et je vais les faire à mon style. Mais tu regarderas sur la couve du tome 1, comme c'est possible d'imprimer recto verso. Ouais. Ah, de l'autre, ok. L'autre, c'est ma couve. J'ai fait ma couve avec mon style pour que si les lecteurs veulent le mettre à côté de Dreamland, donc dans chaque tome, il y aura ça. Donc oui, il y a aussi un plaisir. Je me voyais les dessiner. Donc en dédicace, mais ce sera vraiment que en dédicace ou pour les couves ou c'est mon petit kiff, mais évidemment, mais après comme on disait hein, sur les designs, on s'entend, je vois où il cale ses courbes et tout, et donc tout à l'heure j'ai fait les dédicaces, c'est la première fois que je faisais un des persos. MDO il a fait ah ouais tu le gères, je fais, bah, écoute je l'ai vu sur tes planches plein de fois, mon œil a compris des trucs, je l'adapte, voilà. Mais il n'y a pas un moment où ça t'a démangé de faire petite case, un personnage en fond, un truc dans le tome 1 Non, justement, parce que c'est mon storyboard, c'est quand même une grosse partie, ça prend de la place, et je voulais que tout ce qui est bouquin, ça soit du Néo. C'est lui qui a choisi la couleur du papier, le brillant de la couve, c'est lui qui a fait avec l'éditeur qui ont fait la charte graphique de la couve, je ne suis pas intervenu. Donc il n'y avait pas de raison que je mette un petit truc, c'est ma patte aussi. Il n'y a pas de problème, j'ai pas ce complexe. Peut-être hein, si j'étais un auteur qui avait fini, tu vois, mais je décide tous les jours, mes tomes ils sortent, le 23 va sortir, hein. Il n'y a pas de problème, tu vois, j'ai pas cet ego de vouloir me mettre en avant, ou non, c'est... Alors, tu dis ça, mais c'est vrai que pour avoir vu le storyboard et être le premier à pouvoir le lire, c'est vrai qu'il y a des moments quand même, tu t'es un peu lâché dans le storyboard. Je voyais que tu avais des designs quand même qui étaient un peu, qui étaient quand même assez sophistiqués. Et je me disais, ah là, ouais, là, l'amo ou le loc, là, il le dessine super bien et tout, presque je le crayonne, quoi. Donc c'est vrai que quand même, il y a des moments où tu te lâches. Hein. Mais c'est ce que j'explique, moi, mon storyboard, en fait, quand j'imagine mes scènes, c'est jamais du dessin. C'est pas de l'animation, c'est pas du dessin animé, c'est en couleur et ça bouge. Il y a du son.
Et le storyboard, c'est ce qui va me permettre d'aérer mon cerveau. Une fois que c'est calé en case, j'ai plus à y penser. Donc c'est une adaptation en case. Donc forcément, oui, quand je suis au storyboard, c'est les premières émotions. Et des fois, c'est vrai que souvent tu dis ah ouais, cette case, t'as bien mis l'expression. Ouais. C'est parce que j'étais dans l'histoire. T'exorcises tout. Et voilà, c'est ça. Je l'enlève de mon esprit et il est sur le dessin. Exactement. Et c'est fini. C'est pour ça que je réfléchis aux cases, mais en fait, dans ma tête, c'est pas en case et tout. C'est faut que le plaisir que vous avez à la lecture, j'ai le même quand moi je m'imagine mon film en fait. Et cette liberté, ça enlève de la pression ou ça en rajoute ? Ah, c'est une très très bonne question. C'est vrai qu'en fait, les premiers temps, oui, ça me mettait un peu de pression parce qu'en fait, je me disais, ok, bah Renaud, il est là depuis le début. C'est le premier gars qui a fait du manga français et tout, parce que c'est vrai que on l'a déjà dit tout à l'heure, en fait, c'est vrai que moi je lisais même pas Dreamland ou quoi, donc en fait, pour moi j'avais plus ou moins entraîné cette relation respectueuse avec lui, c'est que je le respectais beaucoup pour son taf, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a contribué à entraîner au milieu. Et du coup, voilà, forcément, t'avais tout ce poids sur les épaules en disant ah oui, mais fais ce que tu veux en fait, vas-y, mets tes personnages comme ça et tout. Bon, il fliquait bien sûr, mais c'est vrai que voilà, je sais pas si je l'ai dit encore dans cette ici, mais voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est pas non plus, c'est effectivement au début c'était quelque chose qui voilà me perturbait un tout petit peu, mais avec le temps effectivement, après X appel ou quoi que ce soit, au bout d'un moment j'ai compris qu'en fait vraiment on était vraiment dans la même énergie, sur la même longueur d'onde, et c'est là où j'ai petit à petit compris qu'en fait c'était juste complètement un avantage en fait, c'est la récréation quoi. T'arrives toutes tes pages et tout, tu sais que peu importe ce que tu vas proposer ou quoi que ce soit, du moment que c'est dans l'esprit du scénario, ça fonctionne, c'est pas trop prise de tête graphiquement, il va totalement valider tout quoi, c'est ça qui est cool. C'est quoi la suite de FreeQuest ? Vers quoi on va ? Quelque chose de plus sombre ? Quelque chose dans la même énergie que le tome 1 ? Est-ce qu'il y a tout le monde meurt ? Il y a un truc spatio-temporel ? Non, mais est-ce que tu as des sous-thématiques, des trucs plus sociétaux, des choses comme ça que tu veux mettre dedans ou que vous voulez mettre dedans l'un et l'autre ? Alors Renaud, spoil pas. Ouais, c'est clair. Le 1 est le plus normal et le plus léger. Et c'est vrai que de tome en tome, ça va monter crescendo. Et comme je sais le nombre de tomes qu'il va y avoir à la fin, je suis obligé de déjà, pas comme un Dreamland où je peux partir tu te retires. en freestyle ou dire si je rajoute 2 tomes sur cet arc parce que ça les vaut. Voilà. Donc là, non, je dois bien réfléchir. Et donc du coup... les scènes sont déjà pensées, les flashbacks ou certains backgrounds de perso, je sais comme d'hab avec Dreamland ça viendra au feeling, mais ouais. Mais crescendo. Ouais, genre, vraiment on est sur du. Je pense que ça va surprendre beaucoup de gens parce que déjà si ça vous a surpris, c'est vrai que le 2 va déjà mettre le ton en disant ah ouais ok FreeQuest ça a annoncé ça, mais c'est à ce point parce que c'est trop bien de focaliser. Moi je suis trop content avec Dreamland, il y a tellement de personnages, tellement de possibilités, c'est sa force mais c'est aussi son fardeau pour son auteur. C'est que là j'ai restreint les personnages et les enjeux, et en fait ça te permet de donner beaucoup de scènes, parce qu'on parlait du rythme, tu vois la scène d'au revoir de Téna avec Mo, là tu peux te lâcher sur 15 planches et là le lecteur il est pris dedans, tu vois, tu y vas dans le pathos mais pas pathos, mais tandis que, et donc là en fait sur le 2 il y a des scènes où j'ai pris la place pour bien faire comprendre tel perso. En fait, maintenant, j'arrive à comprendre comment réagit le lecteur. Et je vais jouer avec les sentiments et les émotions. Parce que là, et c'est pour ça que là, je fais un peu le malin, parce que j'ai pris vos avis. Et pour l'instant, ça a l'air d'être... Si vous m'aviez dit l'inverse, je fais bon, tu t'es foiré, mais là, je sais que... C'était nul comme Thomas. Les 2 premiers tiers du tome 2, ils vont vraiment dire vers quoi va FreeQuest. Okay. Ouais. Et niveau bagarre, parce que ça aussi ça peut travailler aussi sur le nombre de pages. Est-ce que tu as envie de rajouter des pages de bagarre toi Néo ? Alors c'est pareil, c'est quelque chose d'assez drôle à expliquer, parce que c'est vrai que Renaud en fait déjà de base je trouve qu'il a cet ADN Dragon Ball en fait, donc il va entraîner d'un coup me dire là par exemple, bon c'est pas du spoil ou quoi mais dans le tome 2 par exemple là il m'a dit tu vois ces 4 pages, il y a un gros CTV dessus, c'est comme tu veux. Et là il y a 2 personnages, ils vont se casser la gueule. Tu vas dire en mode, ah ok, ah ouais, donc je vais inventer toute une chorégraphie et tout. Et donc oui, non mais sur ça, c'est vrai que la bagarre, tout ça et tout, moi j'ai pas besoin d'en rajouter en fait. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Et en plus, je sais que
il a cette magie du rythme, comme il a dit. C'est-à-dire qu'en fait, il a un bon instinct comment placer les éléments et tout, etc. Donc, pour le moment, j'essaie de pas trop interférer. Et donc, pour le moment, je suis simplement, entre guillemets, ce qu'il propose et tout, et les emplacements de combat. T'as pas encore eu envie de lui dire, allez, on rajoute une double page d'impact? Alors, ouais. Double page du décor dans le tome 1. Ah oui, tu fais bien d'en parler, mais ça n'a rien à voir avec la bagarre. C'est vrai qu'en fait, il y a eu un moment donné où j'ai trouvé qu'à un moment donné, c'était un peu trop abrupt. Et donc, vous verrez vers la fin du tome 1, pour ceux qui l'ont déjà lu, en fait, j'ai mis carrément une double page comme ça, décor, où on pose du coup les éléments, tout ça. C'est une vue sur la plage et tout ça. Le monde, l'aventure, le grand espace pour dire on va vers quelque chose de grand. Quand ils arrivent sur le continent, ouais. Sur le continent. Exactement. De base, s'y était pas. Et je lui dis, écoute, la Renaud, c'était comme l'objectif du personnage principal. Est-ce que ça serait pas mal, genre, de commencer à montrer tout ça, et ce délire un peu fantastique et tout, que même le lecteur, en fait, c'est pas pour le rythme ou quoi, c'est juste pour le lecteur, quoi. Ouais, mais c'est Nakaba Suzuki qui le fait vachement bien aussi sur la mise en place de comment où sont les personnages, à quel endroit du monde, à quel endroit, dans quel décor. Il y a toujours dans chacun de ces chapitres, je crois que c'est presque même mécanique chez lui, une page de mise en place. Où sont les personnages? Et c'est assez fort à chaque fois. Et oui, je viens de voir, on parle de celle-ci, celle qui est sur le chapitre 4. Ouais, c'est ça. Totalement. Après, exactement. Il rajoute des pages, je lui dis, tu sais, moi les pages, il y en a beaucoup. Les Dreamlands sont gros, il n'y a pas de problème pour que les FreeQuest soient gros aussi. No problemo, Pika dira un feuillet de plus. Ok, bon ben allez. Donc on n'est pas limité en C'est bien pages. parce que c'est vous. Hein, parce que... Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette 5e de couve, d'avoir dévoilé autant de choses sur FreeQuest, qui sort donc cette semaine aux éditions Pika. Merci beaucoup, Néo. Merci à vous pour l'accueil, c'était super sympa. Bah écoute, tu reviens quand tu veux, ou à la fin, ou à la fin de FreeQuest. on se refera un point. Merci beaucoup, Renaud, d'être venu. Bah merci à vous, les gars, toujours un plaisir. Bon courage pour la tournée du Japon. Hein. Ouais, ça va. J'irais bien au Japon du coup. Là. Mais j'avoue, acheter le tome japonais, moi, je suis chaud. Hein. Je l'ai préco sur Amazon Japon. Non, mais t'as raison. Mais tu vas le recevoir. Oui, mais comme il va d'abord passer chez Pika, et Pika m'a l'envoyé. Tu vois, là, là, ça y est, Amazon Japon m'a envoyé un message comme il est sorti aujourd'hui. Je le reçois mercredi. Donc, non, j'en voulais. T'as raison, je vais faire. Bon, on parlera de tout ça dans le supplément. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Joe. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet, le manga comme outil pédagogique. Ouh là là, tu veux dire dans les écoles, dans exactement. Dans les crèches. Dans les crèches, je sais pas. Vous allez voir ça la semaine prochaine. On va avoir des profs avec nous. Ça va être très sympa. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine et à dimanche. Ciao. Salut. Merci. Bye bye. Bye bye.